Samuel Beckett, Le Dépeupleur, avec David Warrillow. Ces jours où des corps vont cherchant, chacun son dépeupleur, assez vaste pour permettre de chercher en vain, assez restreint pour que toute fuite soit vaine. C'est l'intérieur d'un cylindre surbaissé, ayant 50 mètres de pourtour et 16 de haut, pour l'harmonie. Lumière, sa faiblesse, son jaune, son omniprésence, comme si les quelques 80 000 centimètres carrés de surface totale émettaient chacun sa lueur. Le halètement qui l'agite, il s'arrête de loin en loin, tel un souffle sur sa fin. Tous se figent alors. Leur séjour va peut-être finir. Au bout de quelques secondes, tout reprend. Conséquence de cette lumière pour l'œil qui cherche, conséquence pour l'œil qui, ne cherchant plus, fixe le sol ou se lève vers le lointain plafond où il ne peut y avoir personne. Température. Une respiration plus lente la fait osciller entre chaud et froid. Elle passe de l'un à l'autre extrême en 4 secondes environ. Elle a des moments de calme, plus ou moins chaud ou froid. Ils coïncident avec ceux où la lumière se calme. Tous se figent alors. Tout va peut-être finir. Au bout de quelques secondes, tout reprend. Conséquence pour les peaux de ce climat, elles se parcheminent. Les corps se frottent avec un bruit de feuilles sèches. Les muqueuses elles-mêmes s'en ressentent. Un baiser rend un son indescriptible. Ceux qui se mêlent encore de copuler n'y arrivent pas, mais ils ne veulent pas l'admettre. Sol et murs sont en caoutchouc dur ou similaire. Heurtés avec violence du pied ou du poing ou de la tête, ils sonnent à peine. C'est dire le silence des pas. Les seuls bruits dignes du nom proviennent du choc des corps entre eux ou d'un seul avec soi-même, comme lorsque, soudain, à toute volée, il se frappe la poitrine. Ainsi subsiste chair et os. Échelle. Ce sont les seuls objets. Très variées quant à la taille, elles sont simples sans exception. Les plus petites n'ont pas moins de 6 mètres. Plusieurs sont à coulisses. Elles s'appuient contre le mur de façon peu harmonieuse. Debout, au sommet de la plus grande, les plus grands peuvent toucher le plafond du bout des doigts. Sa composition est donc connue à l'égal de celle du sol et du mur. Heurté avec violence d'un échelon, il sonne à peine. Ces échelles sont très demandées. Au pied de chacune, une petite file d'attente, toujours ou presque. Il faut cependant du courage pour s'en servir, car il leur manque à toutes la moitié des échelons, et cela de façon peu harmonieuse. S'il n'en manquait qu'1 sur 2, le mal ne serait pas grand,
mais l'absence de 3 à la file obligeait des acrobaties. N'empêche que ces échelles sont très demandées et ne risquent pas d'être réduites à l'état de simples montants reliés uniquement à la base et au sommet, car le besoin de grimper est trop répandu. Ne plus l'éprouver est une délivrance rare. Les échelons manquants sont entre les mains d'un petit nombre de privilégiés. Ils s'en servent essentiellement pour l'agression et pour se défendre. Les tentatives solitaires pour s'en défoncer le crâne n'aboutissent au mieux qu'à de brèves pertes de connaissance. Le but des échelles est de porter les chercheurs aux niches. Ceux qui n'y vont plus s'en servent simplement pour quitter le sol. Il est d'usage de ne pas y monter à 2. Le fugitif, assez heureux pour en trouver une de libre, peut s'y réfugier en attendant que les colères tombent. Niches ou alvéoles. Ce sont des cavités creusées à même le mur à partir d'une ceinture imaginaire courant à mi-hauteur. Elles n'en intéressent donc que la moitié supérieure. Une bouche, plus ou moins large, donne rapidement accès à un coffre d'ampleur variable, mais toujours suffisante pour que par le jeu normal des articulations, le corps puisse y pénétrer et de même, tant bien que mal, s'y étendre. Elles sont disposées en quinconces irréguliers savamment désaxés et en 7 mètres de côté en moyenne, harmonie que seul peut goûter, qui, par longue fréquentation, connaît à fond l'ensemble des niches au point d'en posséder une image mentale parfaite. Or, il est douteux qu'un tel existe, car chaque grimpeur a ses niches de prédilection et évite autant que possible de monter dans les autres. Certaines sont reliées entre elles par des tunnels pratiqués dans l'épaisseur du mur et pouvant atteindre jusqu'à 50 mètres. Mais la plupart n'ont pas d'autre sortie que l'entrée. C'est comme si, à un moment donné, le découragement s'était fait sentir. À noter à l'appui de cette vue de l'esprit l'existence d'un long tunnel abandonné en cul-de-sac. Malheur au corps qui s'y aventure à la légère et doit, au bout d'un long effort, rebrousser chemin comme il peut en rampant à reculons. Ce drame, à vrai dire, n'est pas l'apanage du tunnel inachevé. Il n'y a qu'à considérer ce qui fatalement va se produire lorsque, dans un tunnel normal par les bouts opposés, 2 corps s'engagent en même temps. Niches et tunnels sont soumis au même éclairage et au même climat que l'ensemble du séjour. Voilà un premier aperçu du séjour. De tout temps, le bruit court, ou encore mieux, l'idée accourt qu'il existe une issue. Ceux qui n'y croient plus ne sont pas à l'abri d'y croire de nouveau, conformément à la notion qui veut, tant qu'elle dure, qu'ici tout se meurt, mais d'une mort si graduelle, et pour tout dire si fluctuante, qu'elle échapperait même à un visiteur. Sur la nature de l'issue et sur son emplacement, 2 avis principaux divisent, sans les opposer, tous ceux restés fidèles à cette vieille croyance. Pour les uns, il ne peut s'agir que d'un passage dérobé, prenant naissance dans un des tunnels et menant, comme dit le poète, aux asiles de la nature. Les autres rêvent d'une trappe
dissimulé au centre du plafond, donnant accès à une cheminée au bout de laquelle brillerait encore le soleil et les autres étoiles.